Salam alaikum Azul, bonsoir. Les événements en Algérie se bousculent, se précipitent et même qu'ils vont dans tous les sens, au point de laisser croire que tout peut arriver, que la situation peut dégénérer d'un moment à l'autre. Mais malgré une guerre de clans qui semble s'installer, une guerre féroce où tous les coups sont permis. Rien ne filtre de la bulle de plomb. Rien, y compris venant de ceux qui ont été jetés en pâture à la foule, de leur clientèle, de leurs relais habituels. Pas un miaulement. C'est l'omerta, dans le plus pur style mafieux. Parce qu'il est de règle au sein de ces milieux de laver leur linge sale en famille, entre eux. Oui, il est de règle lorsqu'un membre de la famiglia est débarqué, qu'il accuse le coup et qu'il se garde très soigneusement de faire la moindre révélation sur ceux qui l'ont dégagé. Et ainsi, s'il observe très scrupuleusement cette règle de l'omerta, alors les parrains feront en sorte que sa famille ne manque de rien, que ses biens ne lui soient pas arrachés, que ses enfants continuent d'avoir leur part dans la distribution du butin. Ils sont comme ça dans la famille Glia. Et pour cause, ils sont tous liés les uns aux autres, tous, directement ou par alliance, par les liens du mariage et des affaires. Jamais ils n'ont laissé l'un des leurs tomber, ou alors ils le liquident et se chargent de sa famille. Ils ne s'aiment pas les uns les autres, passent leur temps à comploter, à se mettre des bâtons dans les roues, mais en cas de coup dur, ils répondent toujours présents. C'est un élan de meute, un code mafieux qui n'est jamais transgressé. À une seule condition, ne jamais livrer les secrets au rachis, quoi qu'il arrive, au merda. C'est pour cela que malgré tout ce qui a pu leur arriver, malgré la façon avec laquelle certains parmi eux ont été jetés à la poubelle, et même parfois liquidés physiquement, jamais l'un d'eux ou un membre de leur famille n'a dit aux Algériens ce qui s'était réellement passé. Voici quelques-uns qui, malgré tout ce qu'ils ont subi, n'ont jamais livré la moindre information sur le régime qui les a pourtant broyés, dont pourtant ils savent tout. Bouteflika, Brahimi, Nazar, Khalil, Saadani, Bouchouareb, Tebboune, Ben Younes, Ould Qaddour. Pas un seul mot. Silence total. Et pour cause, puisque pour nombreux parmi eux, leur silence a été récompensé. Et l'ascenseur leur a été, encore une fois, renvoyé. Il en a été ainsi de Bouteflika, comme il en est aujourd'hui de Ould Qaddour, entre autres. Omerta, donc. Les seuls qui peuvent nous dire, un tant soit peu, ce qui est en train de se passer, observent un mutisme total. El Hamel est de ceux-là. Il est de ceux qui ont sur les barons du régime, sur tous les barons du régime, de quoi les envoyer tous en prison, voire même de les traîner devant des juridictions internationales. Pourtant, bien qu'il ait été limogé comme le dernier des commis, bien qu'une épée de Damoclès continue de peser, de planer au-dessus de sa tête, il continue de se taire. Pour trois raisons principales, qui sont le fondement de l'omerta. Protéger sa famille, c'est bien. Ne pas insulter l'avenir, on ne sait jamais. Et laisser une possibilité d'un retour en grâce. Pourquoi je vous dis tout cela? Juste pour rappeler que ce régime, aussi incompétent, aussi mortifère soit-il, est encore en mesure de contrôler la situation. Un régime dont les membres continuent de se soumettre aux règles de l'omerta, dont rien ne filtre sur ses véritables motivations. Reste un régime fort, quoi qu'il en soit et quoi qu'on en dise. Avant d'en arriver au dernier discours de
Ahmed Gaïd Saleh, l'homme le plus fort du régime, le premier représentant du noyau le plus fort de l'armée. Observez avec moi ces scènes qui ont eu lieu il y a 2 jours lors des festivités de Cherchel, à l'Académie militaire de Cherchel. Observez. La première, vous allez voir les communicateurs de l'armée ont fait en sorte de ressortir une vieille photo. Ils l'ont ressortie du placard. Regardez-la bien. Vous allez y voir Bouteflika et Gaïd Saleh côte à côte. C'est une façon, je crois, de faire d'une pierre deux coups. D'abord, montrer l'armée sous son jour le plus légaliste, malgré la crise, et ensuite de montrer et de rappeler que le maître de la situation est l'armée, et l'armée seule, dont le chef est resté l'homme fort et en bonne santé, pendant que le président s'est transformé en légume. Puis regardez la deuxième scène, et vous allez voir que pendant ces festivités de l'Académie de Cherchel, qui ont eu lieu le 30 juillet, vous allez voir le portrait géant de Bouteflika descendre en parachute. Et là, une double lecture est offerte aux uns comme aux autres. Aux uns, que la présidence est toujours sous la protection de l'armée, mais aux autres, que le président est en chute libre, que l'option du 5e mandat pourrait très bien être débarquée. Nous allons regarder ensemble. Voilà, Gaïd Saleh. Regardez la photo en arrière-plan. Vous voyez Gaïd Saleh avec Bouteflika. Gaïd Saleh qui est toujours le même, pendant que Bouteflika n'est plus ce qu'il a été dans cette photo. Gaïd Saleh. Et là, vous allez voir le parachute. Bouteflika descendre en parachute, en chute quasi libre. Voilà. Voilà. Il va bientôt atterrir. Aujourd'hui, الماضي في استكمال الجهد التطويري والتنظيمي والإصلاحي والتحضيري الذي شرعنا فيه في السنوات الأخيرة وقطعنا من خلاله بفضل ما يوجده الجيش الوطني الشعبي من دعم متواصل من لدن فخامة السيد رئيس الجمهورية القائد للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني أشواط معتبرة على أكثر من صعيد، وقد حرصنا على أن تكون الأكاديمية العسكرية شرشال تحديدا والمنظومة التكوينية للجيش الوطني الشعبي على وجه العموم أداة ناجعة لتفعيل هذه القوة الذاتية لدى أفراد العسكريين طلبة والمتربصين وجعلها بمثابة التربة الخصبة التي تزرع فيها كل هذه المعارف. ومن أهم عوامل التثبيت التفكير الإيجابي في أذهان الأفراد هو قدرتهم على أن يؤمنوا إيمانا قاطعا بأنه لا منص من العمل الجاد والجهد المثابر المخلص والمثمر في سبيل بلوغ ما يملأه من أهداف شريفة ونبيلة. خيارهم لهذا المسار الدراسي والمهني المستقبلي هو خيار نابع من خصوصيات مجتمعنا ومن حنايا مرجعيتنا التاريخية التي وجد فيها أشبال الثورة بالأمس ظلتهم، ويجدوا اليوم أشبال الأمة كل ما يحقق لهم طموحاتهم التعليمية والدراسية وكل ما يضمن لهم مستقبلا مهنيا ووظيفيا واعدا ويمنحوا من جهة أخرى شرف خدمة جيشهم وأمتهم، ذلك ومنتهى ما يتمناه الإنسان في مشواره الحياتي. إنما عاجز الاستعمار عن تحقيقه على أرض الجزائر لم ولن يصل إليه غيره، وهذا عهد وقسم غليظ يستورثه أبناء الجزائر الأحرار والأوفياء لنوفمبر لثورته المظفرة. فلا خوف على الجزائر ولا على مستقبلها مهما اشتدت التحديات ومهما عظمت الرهانات في الجزائر أعظم من أي تحدي وأكبر من رهان. Avant de vous présenter le titre de la émission d'aujourd'hui, Hussein va nous lire 2 vers, ou plutôt une sentence en arabe, qui ont dit long. Écoutez bien. Hussein.
وكن رجلا إن أتوا بعده يقولون مرة وهذا Est-ce que الأثر. Hossein Et peut nous soit un lire le homme poème derrière qui on qui pourrait figurait dire en bonne place lors il de était ces là et festivités voici qui la semblent trace. désigner la personne du président de la République? وكن رجلا إن أتوا بعده يقولون On مرة n'entend pas. وهذا Est-ce que Hossein peut الأثر. nous le lire? Et soit un homme derrière qui on pourrait dire il était là Il et semble voici la trace. qu'il y ait un petit problème. On essaiera de vous le lire tout à l'heure. L'émission d'aujourd'hui, donc, le titre, nous l'avons pris d'une déclaration de Hossein Ait Ahmed, Rabbi Yarhamou. Quand il y a trop de rumeurs, la vérité est ailleurs. Et avec nous pour en parler, Brahim Younsi, ancien cadre du MDA. Merci, Brahim Younsi, d'être avec nous. Merci de m'inviter de nouveau. Merci. Bonsoir. Sofiane Gilali, qui sera avec nous au téléphone ou en Skype, président de Gil Jadid. Abdou Sammar, rédacteur en chef d'Algérie Part. Faisal Mattawi, journaliste. Abdou Sammar et Faisal Mattawi resteront avec nous quelques instants. Ils nous ont demandé de les libérer un peu tôt. Et puis nous resterons avec Brahim Younsi et Sofiane Gilali. Abdou Sammar, merci d'être avec nous. Merci Jamal, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Merci Abdou. Alors, d'abord, ce discours de Gaïd Salah lors de ces festivités, de cette sortie de promotion à Cherchel, que tout le monde attendait pour essayer de décrypter un peu. Vous-même, qu'est-ce que vous y avez lu? Qu'est-ce que vous y avez compris? C'est un exercice un peu inhabituel, parce que pour la simple raison qu'aujourd'hui Gaïd Salah est devenu l'homme le plus fort du régime. C'est une démonstration de force. Il adresse un message politique très fort à tout le monde. Je suis le maître de la situation juste derrière le président de la République. Il y a quelques mois, on parlait de son relèvement, de son départ, son remplacement, sa mise à la retraite. L'homme est de retour. L'institution militaire, elle est devenue une force majeure dans l'équation politique interne. Et il semble bien entendu que rien ne peut se faire aujourd'hui sans l'accord, sans la permission, ou sans en tout cas une négociation très ferme avec l'institution militaire. Mais Abdou, au sujet de ce qui se passe en ce moment, cette crise de la cocaïne, du limogeage du DGSN, de ces rumeurs très persistantes sur une guerre des clans qui serait déclarée ouvertement, Gaïd Salah ne dit rien, pas une seule allusion. Si, quand même, il fait des allusions dans son discours, il fait des allusions à la situation. N'oubliez pas que le corps qui est en charge de cette enquête est la gendarmerie nationale et les services de renseignement. À aucun moment la police ou la DGSN a été impliquée dans cette enquête. Donc ce sont que les départements qui sont directement ou indirectement sous la coupe de Gaïd Salah qui sont en train d'enquêter, de convoquer, de gérer avec la justice. Donc, il n'en parle pas directement, c'est pas son rôle. Naturellement, il est très intelligent, Gaïd Salah. Il fait tout pour démontrer ou pour prouver qu'institutionnellement, il respecte les équilibres institutionnels, il respecte l'indépendance de la justice. Il fait tout pour montrer aux Algériens qu'il n'est pas le vieux général des années 90 qui s'ingère dans la politique, mais opérationnellement, on le voit bien. Il est très en forme, les plus gros dossiers sont entre ses mains. Et c'est vraiment le deuxième homme fort du régime avec le président. Quand vous dites il a envoyé un message très fort pour tout le monde, qu'est-ce que vous entendez par tout le monde? À qui s'adressait-il en fait? C'est-à-dire la coïncidence. D'abord, Jamal, il faut prendre en considération qu'à ton âge, Gaïd Salah est beaucoup plus actif que tous les ministres du gouvernement. Visite sur le terrain, réunion avec les chefs de régime militaire, visite d'inspection, contrôle, cérémonie, réception. Le monsieur, il est le plus présent. Si vous revoyez toutes les activités officielles de l'État algérien, c'est l'homme, le dirigeant le plus actif sur le terrain. En dépit de son âge, en dépit de toutes les polémiques qui entourent son remplacement, dont on ne sait absolument pratiquement rien. Et donc ce monsieur, il est devenu une clé de voûte importante pour le régime. Le message, cet activisme, ce dynamisme sur le terrain est un message très fort. Je suis encore là, le 5e mandat se fera avec moi, la continuité du régime se fera avec moi, avec ma bénédiction, sous mon contrôle et avec ma participation. Et les gens qui voulaient l'éjecter
du système des cercles de décision et peuvent aujourd'hui s'en mordre les doigts et sont en train de perdre ce face-à-face avec lui. Abdou Sammar, je vais vous faire part de deux rumeurs qui sont en train de circuler. Nos téléspectateurs nous excuseront si je me montre par trop naïf, mais ils ont dû en entendre parler aussi. J'aimerais que vous me donniez votre avis, Abdou Sammar. Alors, la première parle de la possibilité d'une prise du pouvoir directement par l'armée, par Gaïd Saleh, directement, avant les élections présidentielles. La deuxième parle de discussions très sérieuse, en très haut lieu au sein de l'institution militaire, pour une transition après la fin du mandat de l'actuel président. Qu'est-ce que vous en pensez, Abdou Sammar? Première réponse, l'armée algérienne ne reproduira jamais l'erreur fatale qui l'a conduite à l'isolement total durant les années 90. L'armée algérienne ne s'impliquera jamais brutalement et directement sur la scène politique. C'est une faute qui a causé un traumatisme au sein de l'institution militaire. Et le cauchemar des généraux algériens en ce moment, c'est de revivre le scénario des années 90 où personne ne voulait leur vendre des armes, où personne ne voulait les fréquenter, où ils étaient critiqués, où ils étaient carrément sous isolement. Donc c'est un scénario catastrophique que l'armée algérienne ne reproduira jamais. Donc une implication, une ingérence brutale et directe, elle n'est en aucun cas imaginable en Algérie. Deuxièmement, parler de la transition, sincèrement, Jamal, tant que le président Abdelaziz Bouteflika est sur place, tant que le Sérail est toujours en place, il n'y aura qu'une quelque simple lutte pour écarter certaines personnes et sacrifier quelques poissons pour satisfaire la rue. Il n'y a aucunement une transition qui est en cours en ce moment. Et dernière question, est-ce que vous pensez que le cinquième mandat est toujours possible? Plus que possible, il est fort probable, sauf miracle de dernière minute. Abdou Sammar, merci, au plaisir de vous revoir. Faisal Mattawi est avec nous. Faisal, merci d'être avec nous. Merci Jamel, bonsoir. Bonsoir. Alors, Faisal, d'abord, comment expliquez-vous ce silence relatif de la presse dans son ensemble au sujet de cette histoire de cocaïne, de limogeage du DGSN? Quand je dis silence relatif, ça veut dire par rapport à l'énormité des événements, nous n'avons pas lu ou vu ou écouté des analyses qui correspondraient à l'importance de ces deux événements. Comment expliquez-vous ça? Permettez-moi de ne pas être d'accord avec vous, Jamel, hein, parce que la presse algérienne, la presse écrite, la presse électronique, les chaînes de télévision ont quand même abordé le sujet avec la possibilité d'aborder une affaire qui est en instruction. Et vous avez écouté le ministre de la Justice avertir à demi-mot la presse de ne pas trop aller dans les noms et dans la citation de noms parce que l'affaire est en instruction. Il y a, vous savez, un secret d'instruction qui est valable en Algérie tant qu'en les autres pays. Bon, bien entendu, les lectures ont été faites, certaines lectures, par rapport à ce qui existe sur la scène et par rapport à ce qui a été dit ici et là, parce qu'il y a eu des déclarations du général-major Abdelghani Hamel, qui est ex-directeur de la Sûreté nationale, des déclarations du ministre de la Justice, et aujourd'hui, Jamal Ould Abbas, secrétaire général du FLN, qui dit qu'il ne faut plus en parler de cette affaire, du moins tant qu'elle est en instruction. Donc je pense que la presse a quand même essayé de faire son affaire. Et dans ce pas les situations, Jamal, vous le savez, il y a toujours des tentatives de manipulation. Ça veut dire qu'on peut sortir des noms et pas d'autres pour probablement régler des comptes. Parce que cette affaire a inévitablement des ramifications politiques. Mais Faisal, moi quand je dis une vraie couverture qui soit correspondante à l'énormité des événements, j'entends pas seulement une couverture factuelle qui rapporte les événements, qui se contente de les rapporter, tout simplement. Je parle de l'analyse, de l'investigation. Là, elle est vraiment absente, la presse. C'est en tout cas mon avis. Enfin oui, c'est votre avis, mais il y a quand même des analyses et des lectures. Parce que qu'est-ce qu'on peut faire en pareille situation? On a une saisie énorme de drogue. Je pense que c'est la plus importante depuis l'indépendance de l'Algérie. La presse écrite, presse électronique, télé ont abordé la question sur plusieurs aspects. D'abord, pourquoi c'est l'armée qui a saisi cette marchandise, destinée probablement au marché algérien, marché européen, marché africain, on ne le sait pas.
Questionnement également sur le rôle de la douane, sur où va la justice dans cette investigation, puisqu'on parle d'une centaine de personnes qui seraient impliquées dans cette affaire et dans d'autres affaires, parce qu'il y a des ramifications, il y a des liens avec le blanchiment d'argent et également le trafic d'influence, etc. Donc la presse a essayé de se poser des questions. Maintenant, s'il y a des politiques qui se taisent et les gens concernés, mis à part le ministre de la Justice qui a essayé de donner quelques informations, il a donné quelques informations, mais pas tout, il y a quand même un silence aussi de la part de ceux qui devraient agiter la scène publique. C'est-à-dire, je parle des partis, je parle des députés. Vous avez constaté aujourd'hui que le Parlement, avec ses deux chambres, a clôturé la session annuelle. On ne demande rien du tout au gouvernement. Le Parlement aurait pu convoquer un débat, par exemple, sur cette affaire de trafic de drogue, de corruption, etc. Mais il n'a pas fait. Donc la presse peut faire ce qu'elle peut dans un climat où il y a peu de liberté. Oui, mais Faisal, justement, vous m'y amenez tout naturellement. C'est la question que je voulais vous poser après celle que je vous avais posée. Justement, à mon avis, la presse n'a pas joué le rôle qu'on attendait d'elle, puisque, à part de rapporter les faits et seulement les faits, elle n'est pas allée plus loin. Le chef du gouvernement n'a rien communiqué. Le ministre de la Justice, qui n'a pratiquement rien dit lorsqu'on lui a reposé la question, il a dit « j'ai trop parlé de cette affaire, celle de cocaïne ». Les députés, silence radio, les habituels opposants n'ont pas bougé une oreille, les habituels experts en analyse, en communication, pareil. C'est comme si, et c'est l'angle de notre émission d'aujourd'hui, c'est comme si une omerta était observée par tout le monde. Je persiste à vous dire que quand même il y a eu des tentatives de donner, parce que les noms par exemple du chauffeur de l'Hamel ou les noms des juges ou les noms de certains juges, hein, bien sûr procureur, wali ou ex-wali, c'est la presse qui les a cités, hein, c'est pas quelqu'un d'autre qui l'a fait sortir. Et l'investigation de pareille situation, il y a la barrière de l'instruction. Vous le savez parfaitement que dans une affaire de cette importance, quand on entre dans le dossier de l'instruction, évidemment on tombe sous le coup de la loi, mais également on risque d'accuser des gens qui seraient innocents. Et c'est très difficile de faire ce travail. Mais je pense que globalement, il y a un travail qui a été fait, ou un début de travail qui a été fait par la presse. Maintenant, il faut aller plus loin. Et là, c'est le travail de tout le monde, hein, parce qu'il y a des instruments qui sont quand même chargés de faire des investigations, de faire des enquêtes sur cette affaire de trafic de drogue ou sur le limogeage de Général Hamel, etc. Et il y a l'opposition, et il y a les députés, il y a les instruments chargés du contrôle, par exemple l'instrument qui est chargé de traquer l'argent, plutôt l'argent sale, qui dépend du ministère des Finances, le Parlement, l'instrument qui est chargé de lutter aussi contre la drogue. Donc il y a énormément d'instruments et d'institutions qui probablement, pour certaines d'entre elles, n'ont pas bougé. Mais il me semble que la presse a essayé de faire son travail. Faisal Mettaoui, merci infiniment, au plaisir de vous revoir. Nous restons avec Brahim Younsi et Souyan Jilali. Brahim Younsi, quelque chose à dire d'abord, commentaire sur ce qui vient d'être dit. Je n'ai pas de commentaire particulier à faire sur ce qui vient d'être dit. Simplement, j'ai, comme toujours, l'impression que dans notre pays, chaque institution fait son travail. Après ce que je viens d'entendre, la justice est indépendante et elle fait son boulot, elle fait son travail. Je n'ai pas vraiment entendu ça, très franchement. C'est induit. Ouais. C'est induit. C'est induit. Surtout pas venant de Faisal Mettaoui, qui n'est pas un peu dans... C'est induit. La presse fait son travail, alors que jusqu'à maintenant, on a dit que la presse était tenue en laisse. Le Parlement fait son travail, etc. etc. Oui. C'est ce que j'ai entendu. Moi, c'est ce que j'ai contraire. C'est ce que j'ai compris. J'ai entendu qu'ils disent que le Parlement ne fait pas son travail, que l'État ne communique pas. Non, je crois que c'est le contraire. D'accord. Je crois qu'il n'a pas fait... Tout le monde fait son travail dans ce pays. Tout le monde, les institutions font leur travail. J'ai entendu aussi dire que l'armée ne s'impliquerait pas, ne prendrait pas le pouvoir. Oui. L'armée a-t-elle jamais lâché le pouvoir? Jamais. Elle ne l'a jamais lâché. Non, mais elle ne l'a jamais pris de façon directe. Est-ce que là, en l'occurrence, au milieu de cette anarchie... L'armée n'a jamais pris de façon directe le pouvoir. Est-ce qu'elle ne va pas être tentée de le faire maintenant? Non, elle ne se pas tentée. Mais le pouvoir est entre les mains de l'état-major. Oui. Le pouvoir est entre les mains de l'armée. Bon, pour l'institution, bon, oui. Il y a certains qui vont dire non, c'est pas l'armée, c'est quelques généraux. Oui, mais c'est toujours quelques généraux qui prennent le pouvoir et qui décident. Pour le reste, l'armée n'a jamais cédé. Mais dans ce cas, la seule fois où l'armée
à évacuer, disons, entre guillemets, le champ politique. C'est en 1988. Et le putsch et ceux qui les ont appelés ont réintroduit l'armée dans le jeu politique. L'armée n'a jamais cessé de faire de la politique et elle continue de faire de la politique, d'autant que le chef d'état-major est vice-ministre de la Défense. Mais pourquoi l'armée, qui dispose de la possibilité de nommer un homme valide à la tête de cet État, laisse-t-elle M. Bouteflika, dont tout le monde sait qu'il est devenu un légume, qui ridiculise y compris l'armée elle-même, qui fait penser à des choses absolument ahérissantes. Peut-être que les chefs militaires... Certains disent même que le noyau dur de l'armée, soit une soixantaine de généraux qui disposent de tous les pouvoirs supérieurs, suprêmes de l'armée, sont payés en commission qu'ils prennent sur les achats d'armement et de dotations militaires pour se taire, pour laisser le clan présidentiel, la fratrie Bouteflika, faire ce qu'elle veut. Oui, mais vous venez d'apporter une réponse. En tout cas, oui, mais moi, ce n'est pas une réponse, je vous dis ce que les gens sont en train de dire. Vous apportez une réponse. Le consensus s'est fait dans la hiérarchie militaire sur la personne de Bouteflika. C'est la personne, pour le moment, qui les arrange et qui les arrangerait plus tard. Mais pourquoi ne pas avoir mis Saïd directement à la tête? Ça c'est leur cuisine. Oui. Moi, je ne suis pas dans le secret des dieux. C'est leur cuisine. C'est leur cuisine. Pour le moment, Abdelaziz Bouteflika est là, il respire, il n'est pas mort, contrairement à ce qu'on a dit 10 000 fois. Ils décident à sa place, ils lui font signer ce qu'ils veulent. Ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent à sa place. L'essentiel, c'est qu'il soit encore mobile. Qu'il bouge un peu les lèvres. Qu'il soit mobile. Point. Qu'on le montre de temps à autre. Il y a un chef de l'État. Il y a un chef de l'État. Non, il n'y a pas de chef d'État. Non, il y a un chef. Ça devient ridicule. Non, le monde entier, nous sommes devenus la risée du monde entier. D'accord, mais ça, c'est votre vision. Ce n'est pas ma vision, c'est celle de tout le monde. Non, ce n'est pas celle de tout le monde. Celle de tout le monde, on peut parler sur le plan international, même si ce n'est pas le chef de l'État, même au sommet de l'Union africaine, ce n'est pas le chef de l'État qui s'est rendu. En Mauritanie. C'est son Premier ministre. Oui. Bon, il est vrai que le chef de l'État ne joue pas un rôle, mais il y a un chef d'État. Nominalement, il y a un chef d'État. Nominalement? Oui. Un chef d'État qui ne s'est pas exprimé à l'endroit de son peuple depuis 6 ans. Il y a un chef d'État. Il y a un chef d'État. Point. Y compris à l'international, il y a un chef d'État. Même quand vous lisez les journaux étrangers, moi je lis le président... On aurait pu mettre une photo. D'ailleurs, c'est ce qui se passe maintenant, c'est sa photo qui est promenée un peu partout. Quand vous lisez la presse étrangère, toute la presse étrangère, francophone, anglophone, hispanophone, etc., il parle du président de la République algérienne, M. Abdelaziz Bouteflika. A nommé, a fait ceci, a dégommé. C'est dire que à l'international, il y a un président de la République, il y a un chef de l'État. Mais ce que ne disent pas ni l'opinion internationale, je mets des guillemets à cela, c'est que c'est l'armée qui continue, à l'exception de quelques journalistes qui connaissent bien le système algérien, c'est l'armée algérienne qui a toujours et qui continue à gouverner le pays à travers ses services spéciaux, à travers ses services de sécurité. Et à travers ses façades dites démocratiques. Absolument. Et aujourd'hui, ça se fait aussi à travers l'oligarchie financière. Oui. Et l'oligarchie financière est très importante parce que... Nous allons y revenir. Nous allons revenir, Brahim Younsi, au sujet de l'oligarchie. Soufiane Djilali, merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie. Merci. Alors, Soufiane Djilali, d'abord, qu'est-ce que vous pensez de ce discours tant attendu de M. Gaïd Salah, du général, chef d'état-major, vice-ministre de la Défense, Gaïd Salah? D'après vous, ce discours, vous y avez compris quelque chose? Il a dit quelque chose? Il n'a pas dit grand-chose en dehors des habituelles phrases un peu diplomatiques pour répondre un petit peu aux nécessités du moment, mais il n'y a absolument rien de très spécial. Et ce n'est pas dans un discours officiel que le chef d'état-major va révéler ce qu'il a dans la tête ou les conflits qu'il y a à l'intérieur du système. Oui, mais quand il parle de l'Algérie, personne ne touchera à l'Algérie, que l'armée est là pour veiller. À qui parlait-il? Est-ce que l'Algérie est menacée par qui que ce soit, en dehors par le régime lui-même?
Je pense que ça fait juste partie un peu d'une logique générale, une façon de parler au peuple, de lui dire que nous sommes là, que nous défendons le pays, que nous assumons nos responsabilités. Mais je ne pense pas qu'il y ait un vrai message politique derrière ce discours qui est lu de façon, d'une voix monotone et ça n'apporte absolument rien du tout. Donc moi, je ne suis pas partisan d'une exégèse des discours de Gaïd Salah. Je pense qu'il faut lire ce qui se passe à travers les faits. Et les faits, eux, racontent autre chose. Les faits racontent que la situation est extrêmement grave, qu'il y a un conflit à l'intérieur même du pouvoir et qui peut mener très très loin une situation de crise. À l'évidence, arrêter faire la saisie de 700 kilos et plus de cocaïne, ce n'est absolument pas anodin. Les ramifications à l'intérieur du système sont telles que le système en entier a été déstabilisé. On ne met pas, on ne liquide pas, on ne limoge pas un chef de la police de cette façon-là, surtout un chef de la police en Algérie. On sait très bien le rôle qu'a joué la DGSN comme un instrument d'équilibre ou de contre-pouvoir par rapport au DRS pendant des années, et puis maintenant, qui avait pris de l'ampleur et qui est devenu le bouclier de la famille présidentielle. Oui, mais Soufiane Djilali, à part les habituelles spéculations et des spéculations qui semblent s'être emballées, puisque maintenant on entend dire des choses absolument hallucinantes. À part donc les spéculations, rien ne filtre. C'est ce qui a fait que nous avons choisi aujourd'hui comme angle de traitement pour cette émission l'omerta. Tout le monde se tait, y compris ceux qui, il n'y a pas très longtemps, blablataient tout le temps à tout bout de champ, qui ne bougent plus une oreille, ils ne disent plus un mot. Personne ne parle, personne ne dit quoi que ce soit, personne ne sait en réalité ce qui se passe. Vous-même, M. Djilali, est-ce que vous avez une idée de ce qui se passe réellement, à part le fait que des clans au pouvoir puissent être en guerre, si tant est qu'ils soient en guerre? Non, je ne sais absolument rien de ce qui se passe à l'intérieur de cette bulle occulte, mais ça, c'est la nature du système. Malheureusement, beaucoup d'analystes et surtout de politiques sont liés dans leur attitude, dans leur agenda par rapport à des informations qu'ils ont. Ils veulent suivre le sens du vent. Et lorsque vous êtes lié à ces rumeurs, à ces informations, vous pouvez très bien aussi être intoxiqué. Nous, on raconte au parti souvent en disant cette métaphore, c'est comme le poulpe, vous savez, quand il est en danger, il va excréter d'une encre qui va rendre tout flou autour de lui. Le régime est dans cette situation. Lorsqu'il approche un moment difficile, il va y avoir une flopée de rumeurs qui vont dans tous les sens pour éviter à ce que personne ne puisse comprendre. C'est du brouillage qui est fait exprès par une multitude d'informations, de faits contradictoires et plus personne ne comprend très, très bien ce qui se passe. D'ailleurs, les partis politiques sont pratiquement tous anesthésiés, ils sont paralysés. Et je tiens à faire remarquer quand même, lorsqu'on parle des partis politiques et de l'opposition, je tiens à dire que nous n'avons jamais arrêté de parler, de faire des propositions, de donner nos positions, de critiquer ce qui se passe. Pas plus loin qu'avant-hier, nous avons publié avec un ensemble d'hommes politiques sous la couverture de Moatana un communiqué extrêmement dur contre le régime, décrivant cette décrépitude, ce délabrement du régime qu'a imposé M. Bouteflika depuis 20 ans et qui avait pris en fait la suite d'un régime depuis 62. Je pense que tout le monde le sait. Depuis 62, on n'a jamais eu un véritable président de la République, malheureusement. Sinon, la période peut-être de Boumedienne qui avait tous les pouvoirs à la fois de l'armée et des pouvoirs politiques, bien qu'il n'ait été légitime, entre guillemets, que très tard à la fin de son règne. Mais Soufiane Djilali, je posais la question tout à l'heure à Faisal Mattaoui au sujet de la presse, mais pas seulement. Au sujet de toutes les élites, de la société civile d'une manière générale, des partis dits de l'opposition. Pourquoi, malgré cette perversion avancée, ces scandales à répétition, qui montrent très bien pour tout le monde, y compris le simple kidam, comme on dit, pour reprendre cette formule peu flatteuse pour le citoyen, pourquoi
on sait aujourd'hui, par exemple, que cette affaire de cocaïne, ce n'est pas la première fois. On sait que les trafiquants de cocaïne dans ce pays sont les barons du régime. Nous le savons depuis 2006, depuis l'affaire dite Zinjabil. Nous savons que les trafiquants de la cigarette Marlboro, qui se chiffrent en milliards de dollars, et l'affaire des barons du régime, qui sont même associés à des barons du GSPC. Moi-même, j'ai écrit sur ces questions quand j'étais en Algérie. Mais alors, malgré ces scandales qui s'étalent d'eux-mêmes sur la voie publique, il n'y a rien qui est dit sur la question. C'est silence radio. Personne n'en parle, comme si les gens avaient peur. Est-ce qu'ils n'en parlent pas justement parce qu'ils ont peur, ou est-ce qu'ils n'en parlent pas parce que c'est l'omerta? C'est les deux. À l'évidence, les circuits de l'information sont extrêmement contrôlés. Le système est tellement fermé sur lui-même qu'il ne va pas permettre une ouverture et la circulation de l'information. Donc, nous ne sommes pas dans un pays démocratique où l'information est disponible pour tout un chacun. L'information est donnée au compte-gouttes. Ensuite, vous avez une presse qui, lorsque les sujets ne sont pas trop graves, elle va faire des supputations, elle implique des gens, elle donne des noms, tant qu'il n'y a pas de gros risques. Et donc, ça fait que la presse algérienne n'est pas toujours très considérée pour un grand sérieux, parce qu'elle va très souvent vers des médisances, elle comporte beaucoup de choses vraies et fausses à la fois. Et lorsqu'il s'agit de vrais problèmes qui touchent à des pontes du système, là, il y a une vraie peur. Je pense que plusieurs journalistes ont eu le malheur de dire plus qu'il n'en fallait. Ils le payent, ils l'ont payé, ils le payeront aussi très cher. Et donc, ça se comprend. Humainement, c'est difficile de s'avancer et de dévoiler des choses qui vous font prendre des risques sur votre propre vie, celle de votre famille. C'est le cas aussi des hommes politiques, il ne faut pas le croire. Très souvent, un peu les militants qui sont à l'étranger, qui ont pris soin de se protéger en étant loin, s'oublient un peu et puis ils ont l'impression que les Algériens opposants qui vivent en Algérie bénéficient des mêmes facilités, de la même protection, du même état de droit. Et donc se mettent souvent à exiger encore plus. Ils ne comprennent pas pourquoi les opposants ne vont pas s'attaquer directement au président, à sa famille, aux militaires. Pourquoi ils ne dévoilent pas ce que d'ailleurs ils n'ont pas entre les mains. Et donc, restez avec nous. Il faut raison garder. Restez avec nous, M. Gilali. Avant d'en arriver à cette histoire d'oligarchie, parler de cette question. Moi, je trouve que M. Gilali a raison sur ça. Nous qui sommes à l'étranger, nous avons souvent tendance à oublier qu'eux sont dans la gueule du loup. Je ne dis pas ça. Moi, je ne l'ai jamais dit. Non, nous tous, Oui, souvent, moi, on ne fait pas la part des choses. Moi, ce que je dis, c'est que personne n'a intérêt à ce que le système change. Vous n'êtes pas injuste en disant cela? Non, personne n'a intérêt à ce que le système change. Et il est de nature, d'ailleurs. Et à chaque fois que le changement s'est profilé, les gens du pouvoir, l'armée, et ceux qui, aujourd'hui, combattent, soi-disant, le système, l'ont rejoint. On rejoint le système. Et on remonte à Mathusalem, c'est-à-dire 62, alors que nous avons 92 au bout de notre bras. 92 est une rupture. 88 puis 92 sont une rupture radicale avec le système. Et le système allait tomber. Ce sont ceux qui aujourd'hui s'improvisent opposants. Mais pourquoi vous mettez tout le monde dans le même panier? Parce que ce sont ceux-là. Moi, à mon avis, ils ne sont pas tous à classer dans la même... Dites-moi ce qu'on Non, moi je ne veux citer personne, chacun se défend tout seul. Mais moi, à mon avis, moi j'ai mon idée sur la question. Je fais une très grande différence entre certains partis dits de l'opposition et d'autres qui sont... Bon, pour ne pas aller loin, ceux de Soufiane Gilali, cette initiative des 14, le Karim Tabou, mais pas seulement, beaucoup d'autres qui essayent de bouger. Soufiane Gilali était où? Il est là, je le dis parce qu'il est là, je ne le dirai jamais. Il n'était pas là parce qu'il pourra me répondre. Il était où à ce moment-là?
Quand, à ce moment-là? En 92, Non, 93. non, mais ne parlons pas de ça. Mais si, moi je parle de ça. Parce que sinon, nous allons changer Non, complètement non, de non, sujet. on ne change pas de Mais sujet. non, Je crois qu'un en homme ce politique. moment, Non. en ce moment, Un homme politique. Un homme Sofiane politique. Djilali et ses Non, amis non, et ceux non, qui sont non. autour de lui Un sont homme- en train de se battre. Un homme politique, un homme politique, ou un militant politique, doit avoir une ligne. Si c'est le système qu'il faut combattre, qu'il fallait combattre, je crois que Sofiane Djilali ne l'a pas combattu. Oui, mais Il ne l'a pas combattu. Au contraire, est-ce- il a intégré le système quand il était membre de Mais la, je crois que de la là, CNT. nous Non, dévoyons non, non, le- non, je ne dévoie rien. Et je dis, non, nous ne dévoyons strictement rien. J'ai repris par exemple, et le PRA auquel M. Djilali appartenait a refusé le contrat de Rome qui dit, pour la déclaration de novembre, 2, le rejet de la violence pour accéder et se maintenir au pouvoir, rejet de toute dictature, quelle que soit sa nature, respect et promotion des droits de la personne humaine, 5, respect de l'alternance politique à travers le suffrage universel, respect de la légitimité populaire, 7, la garantie des libertés fondamentales, 8, la non-implication de l'armée dans les affaires politiques, 9, la consécration du multipartisme, 10, les éléments constitutifs de la personnalité algérienne sont l'islam, l'arabité et la majorité, la culture et les deux langues concourant au développement. oui. Mais ils l'ont rejeté. Ils ont rejeté cette plateforme démocratique. Oui, mais, et Sofiane Djilali était nous parmi parlons, ces parlons peut-être de choses très complexes d'une non. façon assez simpliste. Non, c'est pas, je ne fais pas de simplisme. Moi, je ne veux pas me poser en arbitre entre vous, mais pas le problème. pour en revenir à l'oligarchie. Il n'y a pas que lui, non, il n'y a pas que Oui, lui. Il n'y a oui. pas que lui. Il n'y a pas que lui. Il y a toute une masse de personnes qui jouent les opposants. Il ne reste et plus qui beaucoup de temps. oui, qui Moi, jouent j'aimerais les- que, oui, bon. que nous parlions Qui jouent de les cette opposants. histoire d'oligarchie qui se tait. Il ne faut pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain. D'accord. Il y a beaucoup de gens qui se sont Peut-être que sacrifiés. ce sera l'occasion d'une Le autre fils, émission. le Peut-être fils. que ce sera l'occasion d'une autre. Non, Alors, je crois qu'aujourd'hui, il faut absolument que la vérité soit dite. mais Brahimi aussi, il reste À plus tout point beaucoup de de vue. temps et je vais devoir donner le droit de réponse à Sofiane Oui, Djilali. bah, je peux Donc, y répondre. j'aimerais que vous posez la question sur ces oligarques qui, il n'y a pas très longtemps, emplissaient l'espace, qui passaient leur temps à s'exprimer, les Haddad et compagnie, et puis les Nervis, même Majer, tiens, il vient de déclarer en ce moment, qu'est-ce qu'il déclare maintenant, M. Majer, qui passait son temps à s'exprimer, lui qui était le soutien de Bouteflika, un 4e et un 3e mandat, il vient de dire « J'ai été limogé pour des raisons politiques ». Vous imaginez un peu? Donc, voilà, voilà un exemple. Ouais, Quelqu'un qui hier était dans le système et aujourd'hui devient et opposant. ces gens-là, C'est pourquoi ça maintenant c'est le silence radio? Ils ne bougent pas une oreille. Pourquoi? En moins d'une minute, parce qu'il ne reste plus de temps. Moi, je ne comprends pas ce silence. Ou sinon, oui, finalement, je ne peux que le comprendre. Parce que ce sont des gens... Ils ont peur? Je ne crois pas que ce soit la peur. Alors? Je ne crois pas que ce soit la peur. Ils comprennent Je crois pas. que les intérêts l'emportent sur le reste, y compris les partis politiques. Aould Abbas, par exemple, pourquoi il ne s'exprime plus? On ne l'entend plus. Ni Parce Sidi que- Saïd, parce que- ni tous ces que- habituels chiatines qui... Les parce que- Haddad, ni... Parce que vous donnez une once d'autonomie à ces gens-là. Ça veut dire qu'ils parlent quand on leur demande de parler. Absolument. Et ils se taisent quand on leur Bien demande de sûr, se on taire. leur dit même ce qu'ils doivent dire. Sofiane Djilali, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Est-ce que vous souhaitez répondre ou vous préférez que je vous pose une question? Écoutez, tout ce qui est excessif est insignifiant. Je suis désolé de le dire à votre invité, mais il a fait systématiquement une fixation sur ma personne et sur Djil Jadid. Ce que je peux lui dire, c'est que s'il a des reproches à faire à des gens qui ont bouffé dans le système, il aurait dû faire un reproche à lui-même lorsqu'il était avec M. Bembella et ce qu'ils ont fait de ce pays à partir de 62. Il en a aussi une part de responsabilité importante. Quant à moi, je le mets au défi de sortir une seule déclaration où j'ai soutenu ce régime depuis que je suis né, depuis 1958. Et lorsque mon parti en 99 a fait le choix d'aller soutenir M. Bouteflika, moi j'ai fait le choix de prendre ma valise et de rentrer chez moi. Et ça, je le mets au défi encore une fois. Et si en 96, nous avions répondu alors pour participer au CNT pour une année, c'était pour mettre en place des lois pour faire la transition, ce que son parti en a profité par la suite dans la Constitution et la loi pour les élections, Les y lois du compris putsch. ses compagnons qui étaient à Saint-Égidio. Les lois Et du si je n'ai putschisme. pas voulu signer, pas Non, personnellement, mais en tant que parti politique, un document,
ce n'est pas parce qu'il y avait de belles phrases ou pas de belles phrases, ça relève d'autres choses beaucoup plus importantes et plus profondes. On y reviendra après, je ne veux pas monopoliser ni rentrer dans une polémique avec ce monsieur. Ce que je peux lui dire, c'est qu'à mon âge, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais rien bénéficié du système et je lui demande d'apporter la voix, le contraire. Soufiane Gilali, la réponse ayant Pardon. été faite, et comme il ne reste plus beaucoup de pardon, temps, désolé. Soufiane Au lieu- Gilali. Soufiane Un Gilali. conseil pour lui, au lieu de s'attaquer systématiquement à ceux qui veulent changer le système, il devrait s'attaquer Le à ceux qui système profitent devait du changer en système. 92. Soufiane Gilali. Vous n'étiez pas là, Soufiane au contraire. Gilali, Vous étiez de l'autre côté. Brahim Younsi. Soufiane Vous Gilali, vous un trompez. dernier mot, il ne Nous nous reste plus nous beaucoup de étions temps. contre ce Je- qui s'est passé. J'aimerais que vous me disiez, il reste à peu près une minute, à votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que les tensions vont augmenter. Il est évident qu'il y a maintenant un grave conflit dans la gestion de la succession du président actuel. Il est évident qu'il va falloir passer outre la Constitution, il va falloir passer outre le dossier médical à présenter au Conseil constitutionnel. Je précise qu'un candidat doit présenter non pas un certificat de vie, comme quoi pour prouver qu'il respire encore, mais présenter un certificat de bonne santé pour gérer les affaires du pays. Donc là, ils ont un gros problème, d'où d'ailleurs, je vous le ferai remarquer, les turiféraires de M. Bouteflika ne parlent pas de 5e mandat, mais ils parlent de prolongement ou de istimraria, c'est-à-dire la continuité. Tout simplement parce que maintenant, ils ont pris conscience que le mot 5e est très gênant parce qu'il est anticonstitutionnel. Mais de l'autre côté, il est évident que ça ne se passera pas aussi facilement. Le limogeage du général Hamel, qui était quand même une ligne de défense très importante pour la famille Bouteflika, vient de tomber et que donc l'été sera vraiment chaud. Je n'ai pas de boule de cristal pour en connaître l'issue, mais tout est possible. Il y a des rumeurs qui courent sur Alger. Elles sont aussi reprises dans les réseaux sociaux. Tout peut arriver dans le pays, vu qu'on est sous l'autorité d'un cadre, d'une photo devant laquelle les gens se prosternent. Soufiane Gilali, merci beaucoup. Brahim Younsi, merci beaucoup. Abdou Semmar, merci beaucoup. Faisal Mattawi, merci beaucoup. Mes chers amis téléspectateurs, merci d'avoir suivi cette émission. Bqaw ala khair. Slama.